Aujourd'hui, je vous emmène faire un voyage en pays de création publicitaire. Mon invité se nomme Joe Lapompe. Oui, vous l'avez compris, Joe Lapompe est un pseudonyme, mais justement, parce que Joe Lapompe a réussi, depuis 25 ans, à démontrer qu'il y avait des publicités plus ou moins originales, à savoir qu'il y avait parfois de la copie, pour ne pas dire des fois, même de très rares fois, du plagiat, eh bien, il préfère garder l'anonymat. Et c'est d'ailleurs cet anonymat qui a fait sa réputation de conférencier, mais aussi de rédacteur d'articles dans les plus belles revues de la publicité à travers le monde. Vous l'avez compris, nous allons parler de publicité, de copycat, comme on dit, à savoir de copie et parfois de plagiat, mais aussi de la nouvelle génération qui, justement, contrairement à Joe et moi, qui sommes plutôt des anciens, eh bien, la nouvelle génération n'a pas du tout les mêmes codes en matière de copie, voire de plagiat. Rassurez-vous, personne n'est là pour tirer sur les plus jeunes, bien au contraire, et vous allez justement écouter également, s'il vous plaît, les excellents conseils que donne Joe pour vous, les jeunes créatifs qui avaient envie de vous lancer dans ce magnifique métier qu'est la publicité et la communication. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et justement parce que le festival de Cannes de la publicité s'est terminé il y a quelques jours en juin, je suis ravi d'avoir reçu Joe Lapompe, qui depuis un quart de siècle permet d'éviter les mauvaises surprises en matière de créativité et de création publicitaire grâce à Anterity.fr, son site, qui permet justement de faire quelques recherches d'antériorité pour éviter le désastre de la pub déjà vue. Très très bonne écoute en compagnie de Joe Lapompe et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify et à vous abonner au podcast. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Joe. Salut. Comment ça va ? Bien. Alors merci à toi de m'accueillir non pas chez toi ni chez Maverick, mais tout simplement chez Les Communicants, l'Association nationale des communicants, qu'on va remercier. Ils nous accueillent, ils sont sympathiques ces gens-là. Très, très superbe endroit. Si les gens pouvaient voir, ils seraient ébahis. Je pense qu'ils seraient absolument ébahis. C'est vrai qu'il y a des moulures, qu'on est dans l'Haussmannien, c'est magnifique. Oui. Cher Joe, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. Ceux qui ne connaissent pas Joe Lapompe ne savent pas qui c'est. Peut-être que les moins jeunes ne connaissent pas, mais allez, présente-toi, explique-nous tout ça, parce que qui tu es, évidemment, d'où tu viens, sans évidemment donner ton nom, parce que vous avez compris que Joe Lapompe, c'est pas un prénom de rappeur ni d'acteur porno, c'est juste un homme qui fait des choses absolument magnifiques. Tu vas nous expliquer tout ça. On va parler de plagiat, on va parler de qualité de communication et surtout de création, puisque tu es un créatif à la base. Bref, je me tais, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Joe Lapompe, c'est un pseudonyme évidemment, comme vous l'aurez compris. Au départ, j'étais créatif en agence de publicité. J'ai travaillé comme concepteur-rédacteur dans plusieurs grosses agences françaises pendant une 15-20 d'années à peu près. Et j'ai créé ce blog de Joe Lapompe. Donc Joe Lapompe, c'est Joe Lapompe, le nom, c'est une expression. En fait, à chaque fois qu'on parlait de plagiat en agence, on disait « Ah, toi, t'es un gros pompeur ». Donc voilà, j'ai choisi ce petit pseudo amusant parce que je ne voulais pas dire qui j'étais, puisque c'est un blog qui parle de plagiat, de contrefaçon, de copie, qui sont autant de sujets polémiques, on va dire, en agence, dont personne n'a envie d'entendre parler. C'est quelque chose qui met les gens très mal à l'aise, et en même temps, c'est un sujet qui est central dans nos métiers de création, qui revient très souvent sur le tapis, auquel j'ai été très souvent confronté. Et voilà, j'ai voulu créer un endroit qui épingle, dénonce, montre à tout le monde des campagnes dont on aurait pu penser qu'elles étaient originales, qui ont été vendues assez cher comme étant créatives et qui en fait s'avèrent être déjà vues, qui sont des idées qui ont été repiquées consciemment ou non, c'est-à-dire voilà, j'expose des plagiats qui sont volontaires ou involontaires, et je fais ça depuis une vingtaine, un peu plus de presque 25 ans aujourd'hui. C'est exactement au moment où j'ai commencé chez Publicis, et c'est là que je t'ai connu, parce que je me suis dit, il y a enfin quelqu'un qui regarde les plagiats, ceux qui justement copient, les fameux copycats comme on dit en anglais. Une première question qui me vient à l'esprit, tu disais que parfois c'est plagiat, c'est télescopage, la copie, l'original. Tu mets à chaque fois sur ton site joelapompe.net, si je dis pas de bêtises. Oui.
allez voir, parce que ça vaut vraiment la peine. Et en plus, vous pouvez voter pour voir s'il y a des copycats ou s'il y a de l'original. Mais justement, ces télescopages, selon toi, est-ce que c'est quelque chose qui est fait sciemment ? Quelle est la proportion de choses faites sciemment ou tout simplement de coïncidences à travers le monde, parce qu'il n'y a pas un pays ou une agence ou un créatif qui a le monopole des bonnes idées? Alors au début, j'ai fait une erreur quand j'ai créé mon site en 1999. J'avais marqué sous l'annonce de gauche, j'avais marqué l'original, et sous celle de droite, j'avais mis la copie, parce que je présupposais que c'était toujours une histoire de copie, que si une création était identique à une qui avait déjà été faite, c'était forcément du plagiat. Et petit à petit, j'ai évolué. Je me suis rendu compte que c'était un peu hâtif comme jugement de ma part, et que le problème était plus vaste que ça, et qu'il y avait aussi du hasard, et qu'il y avait aussi du plagiat involontaire. Donc aujourd'hui, si vous regardez bien, j'ai marqué l'original point d'interrogation, parce que finalement, je suis même pas certain que l'original est vraiment l'original, et moins original, parce que ce qui est sûr, en tout cas, c'est un peu plus vrai, c'est un peu plus subtil aussi, c'est un petit peu ironique, et ben c'est que le deuxième est moins original que le premier. Ensuite, comme tu l'as dit, je laisse l'internaute libre de décider si c'est une copie ou si c'est une coïncidence. Voilà, je veux pas surtout me présenter comme un juge, je préfère être un documentaliste, un photographe d'un phénomène. Je suis comme un lanceur d'alerte, mais en aucun cas, j'aimerais être perçu comme un juge. C'est tout à ton honneur, parce qu'au départ, on a toujours cette envie de dire « Regarde comme ils ont copié ». Alors, il y a des fois où c'est vraiment très criant, très criard, même abominable. Confère Monoprix ou Grand Frais, pardon, qui a été copié par un pays des Émirats Arabes Unis. Je ne sais plus ce que c'est. Rappelle-moi les marques, s'il te plaît. Alors, c'est Monoprix aux Émirats Arabes Unis qui a copié une campagne Monoprix... Grand Frais. Grand Frais, voilà, j'arrive même pas à te le... Mais en fait, c'était tellement flagrant que là, dans des cas de figure comme ça, effectivement, il y a assez peu de place au doute. Hein. Plus il y a d'éléments communs entre deux campagnes, si c'est exactement la même histoire, surtout dans le cas de film, en fait, si c'est le même scénario, la même histoire, le même découpage, les mêmes valeurs de plan, les mêmes dialogues, bon, bah, il y a un moment donné, effectivement, il y a quasiment aucune chance que ce soit une coïncidence. Mais bon, tout peut arriver, mais bon, voilà. Dans ce cas-là, c'est très clair, très net et très précis. On mettra d'ailleurs dans la métadescription les deux vidéos, que vous compreniez bien que les spots, il y a vraiment une copie identique. C'est une histoire de potes qui vont faire leurs courses. J'en dis pas plus, vous verrez. Et à vous de dire si c'est une copie ou si c'est une copie. Donc, justement, les télescopages, selon toi, qui n'est pas juge, et je trouve que c'est très très bien ce que tu nous dis là à l'instant même, parce que tu n'es pas celui qui par je ne sais quel droit divin va dire c'est une copie et qui va juger et qui va... Mais surtout je me permets de te couper, mais c'est hyper important, parce qu'en France on me dit souvent mais qui es-tu toi pour juger, en fait, puisque je suis anonyme, et on va se dire si ce gars est quelqu'un de très connu avec une grosse expérience, il a peut-être plus le droit de donner son avis que quelqu'un d'autre, et moi tout ça m'intéresse pas. Et en plus, je ne juge pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment cet anonymat et cette distance de ma part. Mais je trouve ça très très bien. Alors, c'est vrai que c'est très français. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Puis après, on va parler de ton aspect physique également. Alors, heureusement, ce n'est pas filmé aujourd'hui, mais sinon tu aurais mis une cagoule. Alors ça n'a rien à voir avec les terroristes ou avec quelques trucs bizarres comme ça, c'est tout simplement pour garder un anonymat, et puis c'est plus facile pour parler qu'avoir un masque de Daft Punk, on est bien d'accord. Au départ, mon site, quand j'ai commencé en 99, je me cachais même pas, en fait, pour tout dire. Et très rapidement, il y avait juste pas mon nom sur le site, et c'était un site, pas un blog. Et très rapidement, comme j'ai reçu beaucoup de mails, de messages de menaces, d'intimidation, on s'est dit mais qui t'es-toi, espèce d'enfoiré, pour épingler des trucs comme ça. C'était vraiment ce site, c'était quelque chose qui n'existait pas encore sur Internet, donc ça remuait beaucoup les gens. Du coup, je me suis dit, si je veux continuer à faire ça de manière sereine, de manière libre, il vaut mieux que je reste anonyme. C'est là que j'ai décidé de rester anonyme ensuite. Tant que je le faisais derrière mon ordinateur, il n'y avait même pas de déguisement. Et puis, j'ai publié un premier livre en 2008 qui m'a permis de rencontrer des gens, d'aller rencontrer des élèves, des lecteurs, différents publics qui sont intéressés à ce sujet. Et là, c'est posé la question du déguisement, fatalement. Si je suis anonyme et que j'interviens devant des gens, comment est-ce que je peux me présenter, en fait? Et est venue cette cagoule parce que c'était l'accessoire qui me permettait de me masquer le mieux, tout en
continuant à parler avec des gens en fait, parce que Daft Punk par exemple, ils ont des masques qui sont très beaux, beaucoup plus stylés que mon truc, mais par contre eux ils dansent, mais bon ils chantent, mais ils n'ont pas à parler pendant 1h30 devant des gens. Et voilà, moi j'ai trouvé ça qui était plus commode et qui était le plus discret aussi, parce que si j'avais mis un masque de Mickey ou n'importe quoi d'autre, chaque masque, chaque déguisement raconte une histoire, et là donc il y avait effectivement cette histoire. Il y a une petite histoire, c'est vrai que ça fait un peu penser à des activistes corses ou des choses comme ça, mais voilà, il y a un petit côté activiste, mais qui est un peu atténué par mon t-shirt, que je mets toujours un t-shirt d'une couleur très vive, avec le petit logo recyclage dessus, pour faire un clin d'œil à cette idée de recyclage de concept et de créativité. C'est assez surprenant que des gens aient osé te menacer. Je suis absolument halluciné. C'était au début, combien de temps ça a duré ces menaces ? Ça peut encore m'arriver d'en recevoir aujourd'hui, mais bon, aujourd'hui, ma démarche, elle est mieux comprise. Mais en fait, c'est très facilement explicable par le fait qu'au début, sur mon site, il n'y avait pas grand-chose. Au départ, forcément, j'ai épinglé un cas, et puis 2, 3, 4, 5. Et les gens qui les ont vus se sont sentis visés personnellement. En fait, ils ont cru que c'était une attaque personnelle. Donc du coup, ça les a beaucoup remués. Ils se sont dit, ils ont l'impression que c'était une vengeance. Ils ont cru que j'étais un créatif aigri qui avait envie de régler des comptes, alors qu'en fait, il n'en est rien. Donc aujourd'hui, on voit bien sur mon site qu'il y en a pour toutes les agences, tous les pays, tous les créatifs, que je vise personne en particulier. J'avais fait une autre erreur au début de mon site, c'est que comme j'ai toujours ce souci d'être ultra précis sur ce que je fais pour pas dire n'importe quoi, j'avais renseigné les noms des agences, l'année et les noms des créatifs. Et ça, bon, c'est vrai que c'était pas très sympa, et au final, quand ils faisaient une recherche sur Internet, au lieu de tomber sur leur portfolio, on tombait sur mon site qui était mieux référencé. Donc ça, moi, j'ai enlevé tous les noms des créatifs parce que j'ai vraiment pas envie que ce soit perçu comme un règlement personnel. Et depuis, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins de menaces et d'insultes. Et on voit que je m'acharne sur personne et sur aucune agence en particulier. Ouais, je comprends mieux que tu n'étais pas là pour afficher. Je peux comprendre le principe, parce que finalement, ce que tu dis là, quand on donne la marque, l'agence, les gens qui ont travaillé dessus, le directeur de créa, le rédac et le créatif, c'est ce qui se fait, par exemple, chez nous, dans CB News, ou dans Stratégie, ou les canards de la com, et ce, partout à travers le monde. Et puis après, on va parler aussi de ce que tu fais, parce que tu écris dans, justement, tous ces médias, de la publicité, de la communication. Mais je peux comprendre que les gens, quelque part, parce que tu t'es bien référencé, se disent, en fait, on ne tombe que sur potentiellement une copie que j'aurais faite, et puis certaines personnes ne sont pas au courant de ça. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé d'enlever leur création de mon site, en fait, parce qu'ils disent ça me fait une mauvaise réputation. Et bon, moi, c'est vrai que c'est très rare que j'accepte d'enlever quelque chose si c'est très flagrant. Mais par contre, ce que j'ai accepté d'enlever, c'est la référence au nom des créateurs. Ce qui peut parfaitement se comprendre, et c'est tout à ton honneur. Je reviens à une question qui me taraude. Quelle est la proportion de véritable plagiat ? Le copycat, c'est, selon toi, avec tout ce que tu as vu en 25 ans, un quart de siècle, je le répète, et tu ne fais pas que des pubs françaises, tu fais des pubs partout à travers le monde. Tu écris dans des médias partout en Europe. Dans des magazines, oui. Voilà, dans des magazines, j'ai du mal. On est en plein après-midi, et je ne vous le cache pas que j'ai eu une matinée très difficile. Bref, tu écris dans des magazines partout en Europe. Selon toi, la part de copycat versus, télescopage, pas de chance, c'est quoi, sincèrement ? Très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas plus de 10% de copycat parmi les milliers et les milliers de campagnes que j'ai épinglées. Après, ça ne veut pas dire que parce que c'est pas un copycat, c'est pas grave. Et je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que du plagiat volontaire, voilà, il y en a très peu, mais il y a énormément de plagiat involontaire. Mais c'est quand même assez grave de la part de professionnels de jamais vérifier si leur idée a déjà été faite. Beaucoup de créatifs se pensent tellement géniaux que quand ils pondent une idée et qu'elle vient de leur esprit formidable, ils pensent même pas que quelqu'un a pu avoir la même avant eux, quelque part ailleurs. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose que je dénonce, et pour moi, je trouve que c'est quand même assez grave. Quand un architecte, il va faire un monument, il va quand même vérifier qu'il n'y a pas exactement le même monument ailleurs dans le monde. Alors pourquoi un publicitaire s'exonérerait d'une telle vérification ? Il y a plein de raisons à ça, hein. Ça peut être la paresse, la flemme, le manque de temps, l'incompétence, mais voilà. Mais tout simplement, où savoir ce qui a été fait, où essayer d'aller voir, y a-t-il les archives de la publicité mondiale ?
Alors c'est vrai que ça, c'est aussi pas forcément aussi facile qu'il n'y paraît. Quand j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, vérifier si une idée avait déjà été faite, c'était quasi impossible. Il fallait aller regarder dans des livres, il fallait déjà en posséder, c'était assez cher, ils n'étaient pas tous disponibles. Si on voulait regarder si une idée avait été faite, je vais dire aux États-Unis, il fallait avoir des bouquins de club des directeurs artistiques américains qui étaient assez difficiles à se procurer parce qu'il n'y avait pas encore Amazon. Il fallait aller dans des librairies anglophones, les commander, voire aller aux États-Unis et les ramener. Donc c'était quasiment impossible. Et donc là, j'avoue que effectivement, souvent, on pouvait pas savoir. Par contre, aussi, j'ai vu beaucoup de créatifs qui allaient en voyage aux États-Unis, qui se ramenaient des bouquins et qui ensuite copiaient. Et ça passait ni vu ni connu, puisque en France, personne connaissait ces trucs-là. Mais aujourd'hui, effectivement, toutes les publicités qui sont faites aux quatre coins du monde, elles se retrouvent en ligne, elles sont accessibles, et donc elles sont un peu au bout des doigts. Maintenant, il n'y a plus besoin de sortir de son bureau, sur son téléphone, sur son ordinateur, on peut avoir accès à tout ce qui a été fait partout dans le monde. Mais c'est vrai que la difficulté, du coup, c'est que comme il y en a des milliers, voire des centaines de milliers, des millions, voire des milliards de publicités, ça devient très difficile de s'y retrouver. C'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Il faut être super organisé. Moi, par exemple, je fais beaucoup de veille. Ça fait 20 ans que je regarde tout ce qui sort tous les jours, tous les matins. Je me mets sur mon ordinateur, je regarde qu'est-ce qui a été fait en France, à l'étranger, qu'est-ce qui est le plus créatif. C'est vrai qu'avant, ça pouvait me prendre 1 heure dans la journée, puis 2 heures, puis 3 heures. Puis aujourd'hui, j'y passe quasiment toute la journée parce que en fait, il y a tellement de choses qui sortent que ça devient même quasiment impossible de tout piger. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais peut-être que bientôt... Alors, déjà, il existe beaucoup de sites de base qui sont quand même des références qui sont déjà très bien fournis, dans lesquels les créatifs peuvent aller regarder. Il y a des sites payants, il y a des sites gratuits, il existe une large variété de choix. Et maintenant, peut-être que dans le futur, avec l'intelligence artificielle qui offre de nombreux services aux créatifs, espérons qu'elle pourra aussi nous aider à retrouver ce qui a déjà été fait. Pour l'instant, c'est un vœu parce que c'est pas quelque chose qui existe, mais on ne sait jamais. Alors, espérons que ce vœu ne soit pas pieux et qu'un jour on puisse trouver plus facilement les choses. Mais comment tu fais justement toi? Parce que sincèrement, on peut aller sur Adweek, on peut aller aussi sur ton site, mais on va parler aussi de ce que tu fais au quotidien, puisque Joe La Pompe, c'est ton métier à 100% aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour justement voir si la fameuse idée géniale qu'on a eue au bureau, elle n'a pas été faite ailleurs il y a 10, 20, 30 ans ou même 40 ans? Alors, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais déjà, si on a déjà cette démarche d'aller vérifier, c'est déjà une très bonne chose. Déjà, les 3/4 des gens n'ont même pas cette démarche d'aller vérifier. Donc, c'est déjà la première chose, c'est d'aller vérifier. Deuxième chose, c'est qu'il existe des outils que tout le monde sait utiliser, comme Google. Des fois, on est ultra surpris. Moi, j'ai épinglé des trucs, les mecs m'ont insulté en disant « mais espèce d'enfoiré, comment t'as pu trouver ça? Nous, on n'était pas au courant que ça existait. » J'ai dit, mais attendez, j'ai passé 5 minutes sur Google en tapant 3 mots-clés. Votre truc, il était dans la première page de résultats. On voyait tout de suite que ça avait déjà été fait. Donc ça aussi, c'est très facile. Avec quelques mots-clés très simples, vous allez sur Google, vous cherchez. Ensuite, niveau supérieur, il y a les bases de données type Cannes Lions, mais qui est assez cher. Toutes les agences n'ont pas l'abonnement. Il y en a des comme AdForum qui sont peut-être plus accessibles, dans lesquels on trouve déjà beaucoup de choses. Et ensuite, ils peuvent aussi faire appel à moi. J'ai monté un service de recherche d'antériorité récemment qui s'appelle Anterity. Vous pouvez aller sur le site Anterity, A-N-T-E-R-I-T-Y, et très simplement en remplissant un formulaire, en expliquant votre idée ou en nous envoyant un ref ou un petit scénario, moyennant un devis très rapide qu'on va vous faire, on va pouvoir faire une recherche qui sera, nous, sur nos bases de données personnelles et sur ma base que j'alimente depuis 20 ans, qui est quand même assez complète, assez bien renseignée, plus sur des bases en ligne auxquelles on a accès, auxquelles vous n'aurez pas forcément accès. Donc il y a toutes ces possibilités. Alors imaginons, on va chez toi, évidemment, on va sur Anterity, avec ce savoir limite de bibliothèque que tu as de la communication. On soumet le ref, on soumet l'idée, comme tu l'as dit, on accepte ton devis, et puis là, tu nous dis, ah ben zut, votre idée, elle a été utilisée pour telle ou telle marque. Imagine une marque dans le même secteur, là ce serait l'enfer, et dans tel pays, et il y a très peu de temps.
Qu'est-ce qui se passe là dans ces cas-là, justement ? Au moins, il vaut mieux s'en rendre compte avant qu'après, parce que moi, en tant que créatif, ça m'est arrivé de me rendre compte de ça après. C'est-à-dire, on a fait toute une campagne avec toutes les étapes que tu connais, c'est-à-dire la création, la faire valider à l'interne, la faire valider chez le client, faire le shooting, tout ça, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et puis, une fois que le shooting était fait, que la campagne était sortie, il y a quelqu'un qui vient me voir, il me dit « Ah, ton truc, je l'ai vu l'année dernière en Argentine. » Et bon, alors, évidemment, pour un créatif, c'est le pire qu'il peut entendre parce que ça veut dire que s'il le met dans son portfolio, après, c'est un peu grillé parce que de toute façon, tout le monde va dire que c'est un pompeur, etc. Et on aurait dû le vérifier avant. Et donc, c'était quoi ta question ? La question, c'est justement comment on fait pour s'en sortir, parce que quand ça nous tombe sur le coin de la figure, comme toi, avec ce truc argentin, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Oui, si ça existe déjà, voilà, mieux vaut le savoir. Une fois vous faites appel à Enterity, on vous dit si ça existe ou pas, et ensuite à vous de juger si c'est vraiment exactement la même chose. Auquel cas, il faut un peu réajuster le tir. Ça oblige pas à changer complètement les choses, mais le plagiat, c'est juste une répétition bête et méchante de la même idée. Après, si vous y ajoutez si vous êtes en capacité d'y mettre de la valeur ajoutée personnelle, d'en changer un peu l'angle, la manière de le raconter, etc., il n'y a pas de souci à refaire cette idée. Il faut juste essayer de s'en éloigner. Au moins, vous aurez les informations pour essayer de vous en éloigner, de la faire un peu différemment, de la faire mieux, de la faire à votre sauce et d'éviter des problèmes juridiques aussi, parce qu'il n'y a pas que des problèmes éthiques de créatifs. Si vous êtes sur le même marché et que c'est une marque concurrente, là, il y a un vrai souci juridique de se faire attaquer pour parasitisme notamment et parce que vous allez créer une énorme confusion dans la tête du consommateur qui ne saura plus quel était l'émetteur du message et voilà, qui risque de vous confondre avec votre concurrent. Donc là, c'est une sorte d'accident industriel. Il y a une incidence financière qui peut être énorme. Et je ne parle pas en termes de réputation de la marque, de l'agence et du créatif en l'occurrence. Donc je comprends. Et merci pour les informations que tu donnes parce que finalement, entre guillemets, se faire, non pas épingler, mais avoir ce carton rouge où tu dis non en fait l'idée a déjà été faite il n'y a pas si longtemps qui plus est, ou là c'est encore pire qu'il y a 40 ans, ça peut être vraiment démoralisant, ça peut avoir aussi une incidence financière, on vient de le dire si jamais on sort toute la campagne comme toi depuis l'avais fait, mais ça peut aussi avoir une incidence sur une compétition qu'on peut perdre potentiellement, parce que la concurrence va évidemment dire mais votre magnifique idée elle a été pompée, donc c'est très mauvais pour tout le monde. Toi ça t'est arrivé. Comment tu t'es senti justement à ce moment-là ? Parce qu'on te dit ça en plaisantant. Ah dis donc, je t'ai vu Joe, j'ai vu ce que tu avais fait. Qui plus en Argentine, où bon là forcément ça vient pas des États-Unis, d'Angleterre. L'Argentine c'est vraiment l'autre bout du monde. Ils sont très créatifs. Oui, bien sûr. On le dit au passage. Comment tu t'es senti quand ça t'est tombé sur le coin de la figure ça ? J'étais très embêté parce que c'était une campagne dont j'ai eu une image dont j'étais fier. Franchement, c'était une belle annonce. Je la voyais bien, je me voyais bien la mettre dans mon dossier, l'envoyer à des festivals, au club des directeurs artistiques, à Cannes, que sais-je. Et du coup, alors bon. Par contre, ce qui s'est passé là, c'est que moi, je me suis restreint de l'envoyer à des festivals. Je me suis dit, ça serait absurde d'envoyer une annonce et de chercher à la faire récompenser pour sa créativité, son originalité, alors même que je sais qu'elle est déjà faite. Donc je me suis abstenu de le faire, mais beaucoup de gens ne s'abstiennent pas de faire ça. Et c'est surtout ça que je dénonce. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser que sur mon site, j'essaye de m'attaquer à des publicités qui sont justement envoyé à des festivals en vue de se faire récompenser. Je m'attaque pas si je m'attaquais à, on va dire, à une pub de lessive ou n'importe quelle pub qu'on voit dans le métro qui de toute façon ne sont pas originales, on va dire je vais perdre mon temps parce que elles n'ont même pas l'ambition d'être originales, elles n'ont pas été présentées comme telles, c'est pas leur but, c'est pas l'objectif, c'est pas l'ambition. Moi, j'essaye de m'attaquer à des pubs voilà, qui se présentent comme ultra créatives et qui cherchent à décrocher des awards avec ça, quoi. Alors justement, qu'est-ce que tu penses des ghosts ? Alors, qu'on explique, je ne suis pas certain qu'on en fasse beaucoup aujourd'hui, ça date peut-être plus de notre génération à toi et moi. Les ghosts, c'était des agences qui envoyaient des fausses campagnes, qui étaient soi-disant ultra créatives. J'en ai une en tête qui était faite pour la PlayStation. Vous aviez un gamin qui était qu'on avait appelé le vétéran, c'était un peu gris et le gamin avait un peu le thousand yard stare, comme on dit en Angleterre ou aux États-Unis, c'est-à-dire les yeux dans le vague, tellement il avait joué et ça avait eu un prix. Et j'avais trouvé ça abominable parce que le principe du ghost, donc une fausse pub que vous envoyez pour avoir justement un prix à Cannes ou ailleurs et puis pour pouvoir vous la péter, pardon. Qu'est-ce que tu penses de ça ?
C'est un vieux débat, hein. C'est vrai que, comme tu dis, c'est pas nouveau et ça a toujours existé et ça prend d'autres formes aujourd'hui, mais ça existe toujours. Et aujourd'hui, par exemple, avec l'aide des intelligences artificielles génératives, les créatifs peuvent produire des publicités qui ont l'apparence de quelque chose qui est très finalisé, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était assez difficile de faire quelque chose dont on donne l'illusion qu'il a existé, qu'il est sorti, etc. Aujourd'hui, avec un prompt bien ficelé, en une demi-heure, vous êtes capable de faire une annonce où plus personne n'est capable de dire si c'est un vrai truc ou si c'est un faux truc. Et donc, je pense que ça va poser de nouveaux problèmes aussi. Et ça permet de faire énormément de fausses pubs aujourd'hui, ce qui peut être un bon exercice intellectuel ou créatif. Mais après, oui, il risque d'y avoir pas mal de faussaires et de problèmes. Mais excuse-moi, quel est l'intérêt de faire des ghosts? Sincèrement, hein, à part l'exercice intellectuel que je peux parfaitement respecter, mais je ne vois absolument pas l'intérêt de faire une fausse pub puisque notre métier dans la communication ne marche qu'au travers d'un cadre que nous met un client, parfois très pénible, parfois mauvais, tellement certains briefs sont vraiment à tomber par terre. Justement, c'est qu'il y a tellement de contraintes aujourd'hui qui pèsent sur le créatif, que ce soit des contraintes juridiques, des choses qu'il n'a plus le droit de dire, des choses qu'on ne veut plus entendre, qui sont tabous, qui risquent de blesser des gens. Enfin, il y a tellement de choses, c'est tellement difficile que des fois, ils ont envie de faire un truc complètement libre et sans contrainte. Et voilà, je comprends, mais ça n'a aucun intérêt à mes yeux. Mon point de vue est très simple. C'est justement cette difficulté, ce précaré dans lequel on nous met, et parfois c'est très difficile, oui, j'en conviens. Mais c'est justement ça l'intérêt du métier. Sinon, tu es un artiste, tu t'amuses sur Midjourney, tu t'amuses à faire des trucs incroyables, oh là, ça a l'air hyper vrai, c'est super réaliste, mais globalement, t'es pas un créatif parce que tu n'as pas travaillé sous contrainte. Je trouve qu'on perd totalement de l'intérêt, à part se faire plaisir et dire, regarde, j'ai eu un Cannes avec un ghost. Mais ça, c'est le problème de tout ce système des awards dans la publicité. Il y a de plus en plus de grands prix, de médailles, de récompenses, de trucs comme ça. Et les créatifs courent désespérément après ça, puisque pour eux, c'est un peu le seul moyen de briller, c'est le seul moyen de se faire augmenter, c'est le seul moyen de se faire débaucher par une autre agence. Donc du coup, ils courent... c'est un espèce de concours sous stéroïdes où tout le monde est obligé de se piquer pour passer devant l'autre parce que voilà, le but c'est quand même de se faire remarquer, d'arriver premier, etc. Donc ils sont un peu prêts à tout. Ils sont prêts à tricher, ils sont prêts à copier, ils sont prêts à faire des fausses pubs et ainsi de suite, quoi. C'est tout le système qui pousse à ça un peu. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça même totalement pitoyable, hein, parce que, encore une fois, je peux comprendre qu'on a envie de gloire et fortune. Ça se respecte au plus haut point. Mais dans ces cas-là, t'es pas créatif en agence de communication puisque nous travaillons pour des marques, je le rappelle. C'est quand même assez basique. Et ce côté un peu star de la pub, alors qu'on a pu connaître peut-être à ton époque et à la mienne à la fin des années 90, au début des années 2000, alors après tout on n'est pas si vieux, merde. Mais trêve de plaisanterie, quel est encore une fois l'intérêt? Tu l'as expliqué, je le respecte au plus haut point, mais est-ce que finalement, c'est pas aussi mauvais, non seulement pour les marques, mais aussi pour les agences, d'avoir des gens comme ça qui ne regardent que leur petit nombril? Il y a beaucoup de choses qui font une mauvaise pub à la pub, hein, c'est sûr, comme tu le dis, mais le sujet qui m'intéresse et qui est la pompe est aussi quelque chose qui fait de la mauvaise pub à la pub, et on m'en fait souvent le reproche d'ailleurs. On dit tu fais parler de la publicité, mais sous un mauvais angle, forcément, puisque mon site étant connu, il fait parler de lui et ça remue un sujet dont les gens n'ont pas envie d'entendre parler. Et la publicité est déjà pas mal attaquée aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut quand même... on en est conscient puisqu'elle elle est intrusive, elle est invasive et elle est répétitive et elle est abrutissante et tout ce qu'on veut. Et donc, si en plus de ça, on dit mais en plus elle est pompée et en plus, voilà, c'est sûr que ça, c'est un métier qui devient difficile, qui est moins attrayant que ce qu'il était quand nous on a commencé, où c'était vraiment quelque chose de fun, où il y avait plus d'humour, d'impertinence, de choses qui étaient permises. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup complexifié, ça s'est beaucoup... Alors justement, je te coupe la parole un instant volontairement, parce que j'allais venir à ça. Tu le disais, il y a quelques années, quand nous avons commencé, toi et moi, c'était un métier qui était beaucoup plus attractif, beaucoup plus attrayant. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas nécessairement envie de faire ce job. Comment tu expliques que justement la publicité soit moins créative, de fait moins attractive? Comment ça s'explique selon toi? Je sais pas, là tu me poses une colle, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu et il y a tellement de raisons.
Comme je te l'ai dit, je pense qu'il y a une espèce de ras-le-bol de la pub parce qu'il y a eu un trop-plein, il y a eu trop de pubs, trop de mauvaises pubs, on a été exposé à trop de messages, on est exposé quotidiennement à trop de messages. Aujourd'hui, avant, à notre époque, la pub, elle était sur les affiches, à la télé, à la radio, c'était déjà pas mal, c'était déjà beaucoup, mais au moins on aimait ça. Moi, j'attendais avec impatience la publicité à la télé, c'était quelque chose dont on parlait à la cour de récré, j'ai adoré regarder Culture Pub à la télé, on attendait ça avec impatience, c'était du spectacle. Aujourd'hui, on est noyé sous les mauvaises pubs, il y en a tellement, on est harcelé sur notre téléphone avec les pubs ciblées, les pubs personnalisées, les pushs, les annonces, enfin bref, on a du mal à distinguer ce qui est une vraie pub, une fausse pub, une bonne pub. Donc voilà, je pense qu'il y a tout ça qui fait que ça crée un peu une espèce de désaffection chez les jeunes. Alors je suis d'accord avec toi qu'on est bombardé de pubs, souvent des pubs qui sont pas très excitantes, et je suis d'accord avec toi, alors les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand on avait le tunnel de pub qu'il y avait juste avant le film à la télé, moi j'étais ravi aussi de voir ce qu'il y avait en début et en fin de tunnel, puisque c'était les pubs les plus créatives en général qui étaient mises. Ou quand tu vas aux États-Unis, à chaque fois que tu as le truc de football américain, le Super Bowl, le fameux Super Bowl, qui est aussi là une très très belle publicité pour la publicité, parce que là ce ne sont que des pubs créatives. Mais je reviens à ce côté, on va dire navrant, pour ne pas dire médiocre dans le meilleur des cas. Est-ce que ça ne serait pas aussi parce que les annonceurs ont de plus en plus peur, on ne peut plus rien dire, ça fait un peu boomer de dire ça, mais on n'est pas loin de cette vérité-là, ou est-ce que finalement en agence, on n'a pas tendance aussi à beaucoup se réfréner parce que notre métier est de plus en plus juridique, parce qu'on a peur de perdre le client, ce qui a toujours été le cas. Mais finalement, est-ce qu'on ne devient pas tout simplement un métier très corporate comme les autres en agence de pub ? Ouais, c'est un métier qui est aussi devenu effectivement de plus en plus sérieux. C'était quelque chose qui se faisait de manière presque artisanale. Il y avait beaucoup de. Alors, ça a eu une image très mauvaise. Ça a été moqué par les inconnus à l'époque, par plein d'humoristes qui se moquaient des publicitaires qui avaient la réputation d'avoir les pieds sur le bureau, d'arriver à midi, etc. Alors, c'est vrai que petit à petit, ça s'est énormément professionnalisé, c'est devenu de plus en plus sérieux. Et puis aujourd'hui, ça s'est aussi pas mal précarisé, les salaires ont baissé, et on fait beaucoup appel aux freelance, ça s'est quasiment même ubérisé. Et donc forcément, pour les jeunes, c'est beaucoup moins attractif, quoi. Ça crée un ensemble de choses qui font que c'est devenu un peu un métier comme les autres. Et là où avant on faisait il y avait aussi cette carotte de faire des tournages, d'aller faire des shootings, etc. Aujourd'hui, les tournages, dès que c'est possible, on les fait en effets spéciaux, on les fait en France, on les fait à bas coût, on les fait directement. Les shootings, maintenant c'est de l'intelligence artificielle, on fait un prompt sur un ordinateur, on part de moins en moins souvent, de moins en moins loin. Donc voilà, il y a plein de choses mais bon, sans vouloir passer pour un vieux con, mais qui font que ce métier est quand même un peu moins attirant et on le voit dans les écoles où je suis passé, dans les agences, on m'a beaucoup dit que les meilleurs jeunes s'orientent pas vers ces métiers-là, quoi, et c'est ça qui est une difficulté. Alors ils vont vers quoi maintenant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils vont moins vers la pub. Ils sont plus attirés, je pense, par des métiers du digital, par des métiers vers l'écologie, des métiers... mais en tout cas, les métiers créatifs, classiques, dans la publicité, sont moins bien vus, moins attractifs, et c'est une réalité, quoi. Est-ce que tu ne penses pas que les outils de type Canva, qui sont arrivés, c'est une magnifique réussite commerciale Canva, mais est-ce que finalement ce côté prêt à penser, qui est pré-mâché, et aussi les réseaux sociaux où on a toujours l'impression que tout est gratuit, donc on peut y aller à fond la caisse, de toute façon ça ne coûte rien, donc on peut y aller avec une tartine de mauvaise communication, tu le disais tout à l'heure. Est-ce que finalement tous ces outils, cette facilité, et l'intelligence artificielle va certainement y contribuer dans les années à venir, est-ce que tu ne crois pas que ça aussi, ça donne un coup à notre beau métier, à l'image de notre beau métier, et est-ce que finalement ça ne paupérise pas non plus ce métier ? Maintenant, on a l'impression, c'est vrai que certains annonceurs ont l'impression qu'ils pourraient quasiment faire les annonces eux-mêmes, ou voire des fois ils les font eux-mêmes, les annonces, les films, tout, parce que ils ont l'impression que c'est fait en 5 minutes sur un ordinateur, là où avant ça demandait un véritable artisanat, il y avait pour la mise en page, pour les choix typos, les maquettes, tout ce qu'on veut, toutes les questions de direction artistique, même les mots, etc. On pouvait y passer du temps, faire, refaire, etc. Aujourd'hui, c'est sûr que
tout est fait très rapidement avec des trucs automatiques. Les logos, c'est vrai que l'exemple de Canva ou d'autres sur la création de logos, ça a fait beaucoup de tort au métier parce qu'on peut avoir 10 000 propositions en 5 minutes dans tous les sens qu'on veut sans même faire appel à un humain. Donc oui, ça c'est sûr que c'est aussi un énorme problème. Enfin, je te donne mon avis comme ça, mais j'ai pas forcément d'expertise là-dessus. Hein, sur la, moi, je commence à être assez calé dans les histoires de plagiat et de pompe. Après, sur la pub en général, son avenir, son devenir, qu'est-ce qu'elle est en ce moment, c'est juste un avis personnel, mais... On n'est pas là pour prendre des pincettes, et je te rassure, tu n'es pas là pour te faire démonter par tes éventuels clients. Il y a une question, moi, qui me taraude et qui fait que je pense qu'on a de la mauvaise pub, de la mauvaise communication d'une manière générale, en raison aussi d'une chose chez les très grandes marques, c'est que beaucoup de studios ont pullulé depuis une quinzaine d'années. Et je suis pas convaincu que ce soit les meilleurs qui soient dans ces studios. Bref, ces agences intégrées, je suis pas convaincu que ce soit si top que ça. Alors ça peut servir pour certaines choses, pour du snack content éventuellement. Ça, je peux le comprendre parfaitement. Il y a une logique économique. Mais est-ce que ça n'est pas aussi une explication à cette pub très médiocre qu'on voit aujourd'hui ? Là, franchement, je sais pas. Il y a la pub, la médiocrité ambiante, elle est due à vraiment plein de facteurs. C'est très compliqué de te dire c'est à cause de ça ou à cause d'autre chose. Moi, ce que je vois, c'est que par contre, on a qualifié la génération actuelle de génération copier-coller. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que eux, c'est pas un problème pour eux de faire du mash-up, de reprendre des trucs sur Internet. Ils ont l'impression que c'est de la création, alors qu'en réalité, c'en est pas. C'est pas original. Il s'agit pas juste de trouver un truc sur Internet et pouf, de coller un logo dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont faites comme ça qu'on voit, qui sont juste des choses récupérées, remâchées, remises, remixées, et ils ont l'impression que c'est quelque chose d'artistique, de créatif, que c'est une démarche, c'est pas assez réfléchi. Enfin, voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À notre époque, on se serait pas permis, enfin en tout cas il y a quelques années, de reprendre des choses telles quelles, ou alors c'était vraiment tabou de le faire et c'était pas souhaitable. Et moi, en agence, on m'a toujours dit l'originalité était vraiment quelque chose qu'on avait à cœur d'atteindre, même si c'est pas facile. C'est la prime au succès, quelque part. L'originalité, c'est ce qui fait que tu as une réputation ou pas. En tout cas, c'est un Graal, c'est quelque chose qui n'est pas toujours atteignable, et c'est quelque chose que les annonceurs ou les agences visent pas toujours d'ailleurs, hein, parce que il faut avoir une certaine ambition pour être créatif, il faut avoir une certaine volonté, il faut s'en donner les moyens, et des fois, c'est juste un peu la cerise sur le gâteau. C'est tant mieux si on est original, si vous êtes original, ou j'ai déjà entendu dire ça, si ça vous amuse, vous les créatifs, de faire un truc original, très bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est un truc efficace, c'est un truc qui bastonne, c'est un truc qui se retient, c'est un truc qui soit bien dans la strate, etc. quoi. Et moi, j'ai tendance à penser que si c'est original, c'est pas juste une cerise sur le gâteau, c'est la chose qui va permettre de se distinguer des concurrents, c'est la chose qui va permettre de rester dans la tête des gens. Merci à toi de rappeler ce fondamental de notre métier de la communication et de la publicité en particulier. Le job d'une agence, c'est de faire en sorte que son client ne ressemble pas à son copain d'en face, son concurrent d'en face ou d'à côté. Donc, c'est quand même bien de sortir un petit peu du lot et de pas faire la même com à peu de choses près que celui d'en face ou d'à côté. C'est bien de le rappeler. Je te remercie de ça. Et je me pose une question. Je reviens aux jeunes qui potentiellement peuvent, avec cette génération éventuellement copier-coller, se dire, non, je l'ai pris sur Internet et j'en fais ma propre sauce. Est-ce que tu ne penses pas que notre métier a besoin, à un moment ou à un autre, d'un code de déontologie ? Oui, peut-être, mais qui l'écrirait, comment Là, tu vois, on est chez les communicants. Ouais. Justement, les associations de professionnels de la com, que ce soit la ACC ou les communicants, ou il y en a plein d'autres, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on se pose un peu tous autour de la table, agences, annonceurs, freelance également, et les écoles. Parce que, à la limite, quelqu'un qui fait ça sur son ordinateur et qui n'est pas du tout créatif et qui n'a pas l'intention de devenir créatif ou qui n'est pas en école, je peux comprendre qu'il fasse ce genre de choses-là. Mais quand tu es en école, quand tu es à l'ISCOM, quand tu es au CELSA, ces magnifiques écoles, et on en a besoin, ou les FAP encore. Tu vois, j'en ai cité 3 comme ça, personne ne sera énervé. Mais est-ce qu'elles aussi n'ont pas un rôle à jouer fondamental dans ce potentiel, code de déontologie, ou expliquer qu'il ne faut pas pomper, tout simplement ?
En tout cas, moi, j'essaye au maximum d'aller dans des écoles, de faire des conférences. Je suis intervenu déjà dans une bonne 50aine d'établissements en France et à l'étranger. Et à chaque fois, je prends mon bâton de pèlerin, je vais et j'explique aux jeunes la nécessité, l'utilité, l'urgence d'être créatif, d'essayer d'être original, de pas copier sur son voisin. Quelque chose que pourtant ils ont appris à l'école, hein, quelque chose qu'on leur a rabâché au lycée, au collège, ne copie pas sur ton voisin. Et ils ont tendance à l'oublier après quand ils entrent dans le domaine professionnel. Donc moi j'essaye de venir leur rappeler, j'essaye de faire ça d'une manière un peu ludique, avec des exemples, avec des images, sans essayer d'être trop pontifiant ou donneur de leçons et tout ça, quoi, mais de dire que c'est dans leur intérêt même de viser ça et d'y faire attention, quoi. Comment c'est pris justement ? Alors tu ne les sermonnes pas, hein, encore une fois on le redit, et je le répète pour celles et ceux qui prendraient le podcast en cours, tu n'es pas du tout là pour juger. Ça, j'insiste sur ce point-là. Mais comment ils prennent ça, nos jeunes, quand tu leur dis il faut pas copier sur le voisin ? Il y a quelques années, c'était quelque chose qui était assez grave, ils comprenaient bien et tout, et plus ça va, plus on me dit oui, où est le problème, après tout, est-ce que c'est si grave ? Enfin voilà, il y a vraiment un questionnement comme ça. J'ai beaucoup des jeunes récemment qui me disent ouais, je vois pas trop où est le problème, si ça a été fait, de toute façon j'étais même pas né, alors qu'on s'en fiche. Enfin ils me disent si l'audience elle a jamais vu ce message, après tout, pourquoi pas le refaire en fait, peut se défendre d'une certaine manière, mais voilà, en tout cas c'est leur avis, parce que eux ils ont forcément ils ont une culture pub qui a 2-3 ans d'ancienneté max, ils connaissent pas les trucs qui ont été faits il y a 10 ans, 20 ans, et c'est normal, ils ont pas encore eu le temps de se faire leur culture pub, mais du coup ça les dérange pas tellement de les refaire, parce que ils ont l'impression que c'est nouveau dans le sens où personne l'a vu en fait. Et bon, moi il faut que je leur explique que c'est pas nouveau juste parce que personne l'a vu, ça a déjà été fait, et ce qui est fait n'est plus à refaire, a priori. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Comment tu en es arrivé à la pub, à la rédaction, toi ? En regardant la pub à la télé, les affiches, en regardant Culture Pub, en étant c'est un milieu, c'est quelque chose qui m'a paru amusant, qui m'a paru justement très créatif, où il fallait avoir des idées, où c'était hyper important d'avoir des idées. C'est tout ça qui m'a attiré vers ce métier, quoi. C'est pas tellement le sérieux ou le comment dire, le côté scientifique ou qu'il y a aujourd'hui, ou même technique, c'est ça qui me rebute un peu. Moi, c'était vraiment plus quelque chose d'artistique comme ça, et ça m'intriguait beaucoup, ça m'amusait beaucoup d'essayer de trouver des trucs que personne n'avait trouvé avant, voilà, avec la difficulté que ça comporte. Mais j'aimais bien aussi le côté cadré de ce métier, quoi, le fait que ce soit pas justement artiste pur. On a quand même une feuille de route, on a quand même un cadre, et à ce titre-là, j'aime beaucoup l'affichage, parce qu'il y a vraiment un cadre physique, quoi, par exemple, et qui nous oblige à être créatifs dans un cadre donné. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien, avec une contrainte ultra forte et en même temps une infinité de possibilités, puisque quand on me dit mais on a l'impression qu'aujourd'hui tout a été fait, je dis mais non, regardez, ça fait moi 20 ans que je vois des publicités, que je vois des trucs nouveaux tous les jours, je vois des trucs étonnants, il y en a sans cesse sur des sujets qui sont pourtant rebattus, où on pourrait avoir l'impression que tout a été fait, comme l'automobile, l'alimentation, tous les jours je vois des nouvelles campagnes, et je me dis merde, mais comment ils ont fait pour trouver cette idée, j'ai l'impression d'avoir jamais vu ça, je suis jaloux, je suis énervé, mais pourquoi j'y ai pas pensé, donc voilà, il faut quand même rester positif, tout a été fait, mais pas de toutes les manières. Il y a encore plein de manières étonnantes de faire les choses. En plus, là aujourd'hui, les jeunes, ils ont la chance d'avoir des nouveaux médias, des nouveaux supports que nous, on n'avait pas, qui sont moins utilisés, mais qui des fois recyclent allègrement des trucs d'anciens supports. Mais bon, voilà. C'est ainsi. Est-ce que c'est pas aussi ça le cycle de la vie ? Justement, toi qui connais bien les jeunes, quel conseil tu donnerais à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, de la publicité ? Outre le fait de ne pas copier, bien évidemment. Déjà, un moins jeune, je ne sais pas si je pourrais lui conseiller de faire ça, parce que c'est un métier où il y a un très grand jeunisme. Là, quelque chose où je suis très étonné, c'est que en plus de 20 ans d'agence, je n'ai jamais assisté à un pot de départ en retraite d'un créatif. Enfin, ça m'est arrivé une fois en fait dans une agence, et ça m'a marqué, parce que
aucun créatif, rédacteur, directeur artistique n'atteint 65 ans en agence. Enfin, à moins de passer chef, directeur de création, patron d'agence, mais il y en a très peu qui suivent ce parcours. La plupart des autres, ils sautent à un moment donné. Et j'ai fait des conférences dans des agences récemment. J'ai été dans plusieurs agences. Et à chaque fois, j'ai fini par poser cette question, mais qui est le plus vieux dans l'assistance ? Et plusieurs fois, le plus vieux n'avait même pas 40 ans, en fait. J'avais 30 ou 40 personnes devant moi. Donc, c'est vraiment un métier où, il y a plein de raisons à ça, mais malheureusement, on vieillit pas. L'expérience est malheureusement pas bien valorisée. Normalement, l'expérience, ça devrait être gage de sagesse, de culture pub, etc. Et en France, on dit, il est vieux, il est ringard, il est has-been. Il a fait son temps, il est essoré, voilà, et il n'y a pas ce respect des aînés. En tout cas, je le déplore vraiment en agence. Et dans certains pays anglo-saxons, j'ai l'impression que les seniors sont plus respectés. Mais... Alors justement, j'allais te demander, est-ce que dans un pays comme l'Angleterre, les États-Unis, puisque toi tu parcours le monde et que tu écris dans plein de magazines, est-ce que c'est mieux que chez nous, ou j'allais dire moins pire ? J'ai l'impression que tu me donnes la réponse. Ouais. Non, mais ça reste difficile parce qu'en fait, il y a eu une telle évolution de nos métiers, des logiciels dont on sert. Quand j'ai commencé, il n'y avait même pas de logiciel, pas d'ordinateur. Ensuite, il y a eu les ordinateurs, la PAO. Ensuite, on est passé à Internet, au web, au mobile. Et il y a une évolution qui est très rapide, de plus en plus rapide, et tout le monde n'a pas la capacité de s'adapter. Et spontanément, on dit un jeune qui est né dedans, il saura mieux s'en servir. Ça, c'est un truc que j'entends, qui est pas forcément vrai, bien sûr, mais c'est un truc qu'on entend. Et puis bon, il y a aussi ce côté, on paye très mal les débutants dans ce métier, donc on préfère prendre des jeunes. Mais donc, si j'avais un conseil à donner à un jeune, c'était ça, ta question, ça serait d'essayer de se démarquer, de pas faire comme tout le monde. Il y a un gros moutonisme chez les jeunes, quand même, que j'ai remarqué, un gros suivisme. Ils ont peur de se démarquer, ils ont peur de se distinguer. En fait, pour intégrer le métier, ils essayent d'en apprendre tous les codes et de faire comme les autres, en fait. Ils essayent si c'est la mode par exemple, dans un portfolio, d'avoir des vidéos TikTok, ils vont faire des vidéos TikTok. Si c'est la mode de faire tel type de création, ils vont tous s'engouffrer là-dedans. Et ça, c'est vraiment dommage. En fait, le conseil que je leur donnerais, c'est d'essayer de se démarquer, d'être différent des autres, de ne pas avoir peur d'être différent, de ne pas avoir peur de faire des choses qui peuvent paraître bizarres, je sais pas, d'aller présenter un dossier sous forme papier s'il le faut, pour se démarquer des autres, de trouver n'importe quel truc qui peut vous démarquer des autres, parce que c'est un domaine dans lequel il y a une grande concurrence. Et il reste quand même si c'est moins attractif, il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier. Il y a un énorme turnover dans ce métier. Donc pour se distinguer, ça c'est vraiment une clé pour se présenter, pour intégrer ce milieu, dire comment est-ce que je peux montrer ma singularité, montrer que je suis différent au travers de mon travail et de ma personnalité aussi. C'est quelque chose qu'on m'a dit moi quand j'étais montré mon dossier en agence, parce que finalement je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez discret. C'est justement t'es trop timide, t'es trop discret. Il n'y a pas que les choses qui montrent. Souvent je vois des jeunes qui viennent avec leur dossier, ils montent leur dossier et ils pensent qu'on va craquer pour le côté génial d'un truc qu'ils ont fait, mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi la manière dont ils le présentent, la manière dont ils sont, qui est hyper importante. Une petite anecdote, j'ai des créatifs qui sont venus me montrer leur dossier il y a quelques années et ils ont eu du mal à percer au début. Ils étaient très discrets, très timides et tout. Et moi, je me suis dit, ces mecs, ils vont jamais réussir dans la pub. Bon, il se trouve qu'après, ils ont réussi, mais moi, je les ai même pas pris en stage. Aujourd'hui, ils sont très connus, c'est des directeurs de création très connus. Mais si, à l'époque, déjà, ils avaient su mieux se présenter, ils auraient pu réussir plus vite. Mais bon, écoute, ils ont appris avec l'expérience. Ils ont appris avec l'expérience, en tout cas, c'est clair. Mais voilà, bon, il faut pas se fier aux apparences, évidemment, hein, mais parmi tous les gens que je vois, s'il y en a un qui se distingue par sa manière d'être, de présenter, des trucs, voilà, c'est important. Et aussi de s'intéresser à d'autres choses qu'à la publicité uniquement. Ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a des directeurs de création qui préfèrent même engager des gens qui ont des passions qui sont complètement différentes de la publicité, parce qu'ils vont amener autre chose à l'agence, ils vont amener un univers et tout. Et voilà, donc de pas être uniquement des geeks de la pub, comme je le suis moi, hein, d'ailleurs, je le suis un peu trop parce que je passe mon temps à regarder des pubs et que des pubs et sans arrêt des pubs. Mais ceux qui veulent faire ce métier, c'est bien qu'ils arrivent à s'ouvrir l'esprit et qu'ils aient d'autres cordes à leur arc, qu'ils aient un peu une culture générale. Justement, avec toutes ces pubs que tu as ingurgitées depuis un quart de siècle, j'ai une question qui est très difficile. Et je vais te demander de te mouiller, je te le dis par avance. Selon toi, quel est le pays le plus créatif du monde ?
C'est hyper dur de répondre. Ça dépend quoi, ça dépend dans quel domaine, quel truc. Moi, j'aime beaucoup la pub anglaise, par exemple. Je dirais depuis, parce que ça fait quand même très longtemps qu'ils font quand même des pubs de qualité avec toujours un peu d'ironie, de dérision, aussi un nonsense anglais, un côté un peu absurde. Enfin, ça, ils maîtrisent très bien. Et mieux que les Américains qui ont un côté peut-être plus bourrin, plus évident, plus grand spectacle et tout. Les Anglais, c'est plus fin, c'est plus subtil. Et moi, j'aime bien leur humour. Après, c'est la meilleure selon moi, quoi. C'est pas chacun en fonction de ce qu'il aime. Si on aime plus la pub à grand spectacle, on va préférer les trucs américains, les trucs thaïlandais, par exemple. La pub est complètement loufoque, foutraque. Il y a des exemples incroyables et tout. Si on aime ce genre de trucs, ça c'est voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des pattes créatives assez différentes. On est d'accord, et je me rappelle que dans les années 90, la pub qui venait de Norvège était réputée comme extrêmement créative. Il y avait plein de pubs très très drôles. Ouais. Et j'ai plus vu de Norvégien depuis un certain temps. Hein, je ne te le cache pas. Peut-être que tu en as vu, toi. Hein, Ouais, moins. Il y a eu une école nordique comme ça à un moment donné, effectivement. Et ouais. Bon. En tout cas, nos amis Brites, les Anglais, que j'adore parce que j'ai vécu à Londres, forcément, je suis très heureux que tu me dises ça, mais en effet, ce ne sont que nos points de vue et je suis d'accord avec toi. Je pense que la pub anglaise est la plus créative parce qu'il y a quelque part ce côté british où on a de l'humour et on n'aurait jamais pu faire Happiness is a Cigar en France c'était Hamlet, c'est Hamlet, ça? Oui. Exactement. Bref, bon, vous irez voir, je mettrai peut-être, si je suis bien luné, ces magnifiques pubs qui datent pas d'hier, il faut quand même bien le reconnaître, mais c'est absolument magnifique. Et évidemment, on évite de fumer. Ma dernière question. Pas des moindres non plus. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier, cher Joe Lapompe ? Mon métier aujourd'hui, tu veux dire? Bien sûr. Oui, alors là, depuis quelques années, comme tu l'évoquais tout à l'heure, j'ai décidé de vivre uniquement de mon blog. J'ai été créatif pendant de nombreuses années, j'ai eu beaucoup de satisfaction avec ce métier, mais le blog est une aventure vraiment particulière qui m'a amené il y a eu beaucoup de critiques, mais aussi beaucoup de satisfaction, beaucoup d'éloges. J'ai l'impression de faire un travail utile avec ce blog, et donc j'ai décidé de me consacrer à ça à 100%. Donc aujourd'hui, c'est une activité assez variée qui va de la mise à jour du blog, de la veille quotidienne que je fais pour l'alimenter. Je reçois aussi beaucoup de messages. Je prends pas mal de temps à regarder les messages qu'on m'envoie, de lanceurs d'alerte du monde entier qui m'envoient des exemples. Alors à moi de faire le tri, voir si c'est juste des vengeances personnelles ou si c'est vraiment des choses intéressantes à montrer. Je fais des conférences, comme je te disais aussi, je vais en école, je présente mon travail, j'ai publié des bouquins, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est quelque chose de pédagogique et puis c'est créer un vrai bel objet que les gens peuvent garder à l'inverse d'Internet qui est quelque chose un média du moment, de l'instant comme ça. Un livre c'est quelque chose sur lequel on peut revenir, qu'on peut avoir plaisir à feuilleter, à garder. Donc j'ai fait des livres, ça c'est quelque chose que j'adore faire et je fais aussi des piges, des chroniques dans les magazines. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je fais beaucoup de piges qui sont de la culture publicitaire, en fait, hein, au-delà de la dénonciation du plagiat que je fais aussi. Je fais beaucoup des pages qui sont des compilations thématiques de publicité. Par exemple, là, dans le dernier magazine CB News, j'ai fait une double page consacrée à l'impressionnisme dans la publicité. Et donc, j'ai sélectionné, j'ai regardé dans mes archives, sur Internet, j'en ai tiré les meilleures publicités qui, selon moi, utilisent ce mouvement pictural et d'une manière créative. Donc, j'ai sélectionné une dizaine de publicités du monde entier, de toutes les époques récentes, enfin des 20 dernières années, et je les mets comme ça, côte à côte sur une double page. Et ça, c'est un exercice que j'adore faire parce que c'est une manière ludique et visuelle de faire sa culture pub. Voilà, pas pontifiante, c'est pas quelque chose de professoral, mais c'est apprendre par l'exemple et par des choses amusantes et belles. Eh ben merci à toi, on va se quitter sur l'impressionnisme. Je pense que dans quelques années, dans quelques magazines que ce soit, tu feras une magnifique double page sur les pubs avec de l'IA, hein, si ce n'est déjà fait. Oh, c'est déjà fait, oui. Voilà. Bon, ce que j'en ai vu n'était pas non plus sensationnel, mais l'IA n'en est qu'au début. Et moi, je sais que j'adore l'IA. Je sais pas ce que tu en penses, tu en as parlé très brièvement, mais moi, je trouve que c'est sensationnel pour nous, pour notre métier. Oui, c'est formidable, hein. Il faut pas, de toute façon, maintenant, on va
difficilement faire machine arrière. Donc ceux que j'entende, oui, c'est pas bien, non, si, il faut s'en servir, il faut essayer de bien s'en servir. Mais alors là où elle est formidable pour aider les créatifs à faire des choses plus rapidement, à faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire avant, par contre, elle a un côté pour l'instant très défectueux, c'est qu'elle est justement entraînée pour récupérer des trucs qui existent déjà et nous refournir des choses qui sont déjà vues. Donc il faut faire hyper attention, il faut faire encore plus attention à ce que va nous fournir l'IA, soit pas juste une pompe pure et dure de quelque chose qui existe déjà. Donc l'importance de faire des recherches d'antériorité, je reviens là-dessus, de faire appel à moi, de faire appel à Anterity, de faire appel à nous et de faire vérifier ses idées ou d'essayer de le faire soi-même. Eh ben écoute, merci à toi, on se quitte réellement là-dessus. C'était absolument passionnant, ce métier de créatif que tu as fait et qui est toujours dans ton cœur, évidemment. Et cette recherche d'antériorité et ce côté Joe Lapompe, à savoir, y a-t-il plus original ou moins original? Je trouve que c'est sensationnel et que justement, ton métier est totalement... il devrait être limite remboursé par la sécurité sociale de la communication ou de la publicité. Là, tu viens de pomper inconsciemment une citation de Christian Blachas qui l'a écrit dans la préface de mon premier livre, la même phrase. Écoute, alors, cher Christian, tu nous regardes certainement d'en haut, tu dois certainement chanter le magnifique King Elvis Presley que tu adorais tant, donc on te salue, évidemment, moi qui adore la musique, et désolé d'avoir pompé Monsieur Blachas, si je puis dire, je pense que la blague l'aurait fait rire. C'est un hommage, voilà. C'est un bel hommage à Christian Blachas. Bon, CB, Christian Blachas, CB News, voilà, pour les plus jeunes qui n'auraient pas fait le lien. Et puis, si vous avez entendu parler de Culture Pub, eh bien, c'était lui qui co-présentait Culture Pub avec Anne Magnin, quand nous étions beaucoup plus jeunes, Joe Lapompe et moi. Bref, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu un homme formidable avec sa cagoule de Joe Lapompe. Moi, je sais quelle tête il a, je sais comment il s'appelle, mais je ne dirai évidemment rien. Mais vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Vous mettez un joli commentaire en disant que Joe Lapompe est un homme formidable. Vous pouvez aussi aller sur Anterity.fr. Voilà, pour voir si vous n'avez pas copié un peu à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre, une pub qui existe dans un pays absolument incroyable et qui a été faite il y a plus ou moins longtemps. Et puis, abonnez-vous au Décodeur de la Com, le meilleur podcast de la communication et du marketing. Merci à toi, Joe, c'était passionnant. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Ciao, ciao.